Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, nous reviendrons tout d'abord sur le soufflet infligé par Anne-Sophie Lapix à Xavier Bertrand dans le JT de France 2. Nous contesterons ensuite la canonisation de facto de Bernard Tapie par les médias français. Nous passerons comme chaque semaine à notre revue de presse, bien évidemment, avant d'exposer la nullité du traitement médiatique de l'affaire des Pandora Papers. Immédiat numéro 365, c'est parti. Xavier Bertrand était l'invité d'Anne-Sophie Lapix au dernier JT de France 2 jeudi dernier. Après s'être présenté lui-même comme étant le candidat courageux à même de rassembler la droite, Lapix a rétorqué du tac au tac. C'est notre image de la semaine, Jean-Yves. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. C'est très cruel. C'est très cruel parce qu'il est là dans son petit discours politicien et tac, elle lui met le tir au but, la balle à bout portant pour lui dire mais oh, vous n'êtes même pas au second tour. Et après, alors, il est effondré et elle est très impertinente. Et pourquoi elle est très impertinente ? Parce que, bon, c'est une femme importante, Anne-Sophie Lapix. Elle reçoit le tout Paris à sa table, et son mari, Arthur Sadoun, est le patron de Publicis. Alors, quand vous êtes le patron de Publicis, ou la femme du patron de Publicis, un petit politicien LR... Qui n'est pas au second tour. Dont les sondages ne qualifient pas pour le second tour, c'est rien. Voilà. Et donc, c'est révélateur aussi du rapport des forces entre les puissances financières, les puissances médiatiques et les petits baronnets politiques. C'est une scène très forte, très importante. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Il faudrait vivre en ermite pour ne pas avoir entendu parler du décès de Bernard Tapie dimanche dernier. Les hommages qui lui sont rendus sont nombreux, élogieux, passionnels, larmoyants même. Revenons ensemble sur la canonisation de Bernard Tapie. Son nom est Michèle Marchand, elle est surnommée Mimi Marchand. C'est un petit peu compliqué de la résumer, elle est surnommée la reine des paparazzis. On l'a vu avec Brigitte Macron, elle s'occupe d'une agence qui s'appelle Best Image, qui a ses entrées à l'Élysée. Elle a récemment fait de la prison dans une affaire compliquée avec notamment Nicolas Sarkozy. Et on l'a vu, ça a été vraiment une stupéfaction, on l'a vu surgir, place Saint-Germain-des-Prés. Je suis pas nécessaire à la caméra. Comment allez-vous ? Vous qui co-gérez ? Je suis général planeur. Oui. Deux personnes de CNews que... Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant ? À midi, pas avant midi. Et c'est pas deux, il y en a qu'une. Non, j'arrive. Déjà on va forcément me voir qu'est-ce qu'elle foutait là, je m'en fous. Je parle pas, je veux pas, soyez gentils. En revanche, c'est trop compliqué. Alors Tapie, ça a été Santo Subito. Santo Subito, et effectivement, il y a derrière sa mort une communication autour de sa mort, une pipolisation de sa mort. Et la meilleure preuve de sa pipolisation de sa mort, c'est qu'est-ce qu'on voit
pour organiser en quelque sorte ses obsèques à Saint-Germain-des-Prés, ce qui est déjà en soi un peu un programme, eh bien Mimi Marchand, qui est Mimi Marchand, c'est très bien dit, c'est la reine des paparazzis, et c'est surtout la femme qui a fait la promotion du couple Macron pendant l'élection de 2017, et qui continue d'ailleurs, puisque là, en l'occurrence, Brigitte Macron est venue aux obsèques de Bernard Tapie. Alors, ça n'est qu'un élément de l'ensemble, ça fait un événement majeur pour la presse. Le Monde dit « Mort de Bernard Tapie, un homme aux 1000 vies », ce qui est évidemment une très belle couverture. Certaines chaînes de télévision ont déprogrammé leurs émissions, notamment BFM, qui a déprogrammé Marine Le Pen pour la reporter à la semaine prochaine. Oui. Et puis, le président Macron lui-même, l'immense président Macron lui-même, a écrit une lettre aux lecteurs de la Provence, puisque Tapie, effectivement, a été très implanté à Marseille, pour leur dire toute la peine qu'il avait. Donc c'est une grande opération de pipolisation et de récupération politicienne de la mort d'un homme qu'on avait aussi récupéré sur le plan politique de son vivant, il faut bien le dire. Mais alors, à en entendre les médias, il n'y a que des côtés positifs à la vie de Tapie. C'est l'aventurier, l'homme du football, l'homme aux 1000 vies, comme dit Le Monde. Il y a quand même des côtés assez négatifs à son héritage qu'il laisse derrière lui, finalement, à sa vie qu'il a menée. Le tableau n'est pas tout rose, Jean-Yves. Bah non, il a, on peut dire, on peut dire que c'est un homme qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, mais qu'a aussi essayé quelque part un faussaire, quelque part un fossoyeur d'entreprise, quelque part un tricheur. Voilà. Un faussaire parce qu'il a commencé par truquer ses CV, un fossoyeur puisqu'il a liquidé des entreprises avec le personnel qui va avec. En matière de désindustrialisation, il a été vraiment très fort avec Wonder, avec Adidas et d'autres entreprises. Et puis un tricheur, il a été condamné à de la prison quand même pour un arbitrage de football frauduleux avec entre Valenciennes, l'équipe de Valenciennes et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et puis il a truqué un arbitrage judiciaire, ce qui est quand même assez grave aussi. Alors on lui a beaucoup pardonné parce qu'au fond Tapie, c'est un peu le sport opium du peuple. Il a beaucoup été dans le courant, le football qui permet de faire passer des bonnes valeurs, les à la bonnes jeunesse, valeurs etc. multiculturalistes, etc. Et puis, il a été utilisé par François Mitterrand, notamment, avec son bagou, avec sa grande gueule, à la fois pour contrer le Front National et Jean-Marie Le Pen, et pour mobiliser un certain nombre d'électeurs populaires au nom de l'amour du foot et de la grande gueule, ce qui les a fait oublier au passage les sacrifices qu'il a pu faire d'un certain nombre de travailleurs. Il a bien servi, on peut dire, la gauche libérale libertaire. Eh bien, on lui a rendu l'hommage au moment de ses obsèques. Voilà, ça n'est jamais, d'un certain point de vue, mais c'est souvent le cas d'ailleurs, que la prolongation de sa vie et de l'instrumentalisation ou de l'auto-instrumentalisation, puisque Tapie s'est auto-instrumentalisé. La politique lui a servi aussi de bouclier protecteur pour un certain nombre de ses affaires. Oui, donc c'était un des nombreux castors finalement du barrage républicain. Oui, un des meilleurs castors, honnêtement. Un des meilleurs castors, du barrage républicain, oui, tout à fait. On se rappelle du débat notamment de Tapie-Le Pen. C'était un petit peu le seul qu'on avait envoyé pour débattre avec Le Pen. C'est un débat qui est resté dans les annales, finalement. Oui, mais qui n'a pas d'ailleurs été un très bon débat du point de vue de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen aimait bien Tapie. Voilà. Mais en parlant justement de Jean-Marie Le Pen, il a rendu hommage avec justement également Éric Zemmour et Robert Ménard à Tapie, qui, comme vous l'avez dit, est un tricheur, un faussaire, un magouilleur, un dépeceur d'entreprise. Oui, alors, bon, c'est vrai Comment est-ce que vous expliquez ça quand quelqu'un meurt, il y a toujours un moment de retenue, on va dire. Bon, et on a tendance à voir le côté positif des gens. Je pense que ce qui plaisait chez Tapie, aussi bien pour Zemmour que pour Ménard, que pour Jean-Marie Le Pen, c'est l'énergie, la grande gueule, et le fait, peut-être, là, il y a un peu d'effet miroir, le fait que
c'est un homme qui était arrivé un peu en effraction en politique au départ, même s'il avait eu la bénédiction de Mitterrand, un homme qui sortait quand même de quelque chose d'autre que le milieu traditionnel politique ou le milieu anarchique. Et donc je pense que c'est un peu aussi pour ça qu'ils ont fait ces hommages. Voilà. Bon. Pierre Sautarel Après, avait c'est leur choix. Pierre Sautarel, l'animateur de F de Souche, avait une formule très juste justement à propos de Tapie. C'est finalement la gauche vénère chez Tapie ce qu'elle reproche à Trump, quoi. C'est le côté grande gueule, c'est le côté je me laisse pas faire par les médias. Oui. Il y a plusieurs moments où Bernard Tapie est parti d'un air hyper arrogant et condescendant des plateaux télé, quoi. Oui, ça a été aussi un élément de son succès, tout à fait. Et une fois de plus, les commentaires de Sautarel sont souvent très, très fins. Très fins, oui. Voilà. Et très vrais. On passe tout de suite à notre revue de presse. Alors, quoi de mieux pour commencer une revue de presse, Jean-Yves, que de parler un petit peu de presse ? Éric Stemlen, ancien directeur de la programmation de France Télévisions, brise l'omerta, si on peut dire, sur le véritable fonctionnement des médias et décrit avec acuité la censure qui règne. Il n'y a plus besoin de censure puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. Alors, les échelons élevés s'auto-censurent par intérêt, je pèse mes mots, pour des raisons lucratives. Il ne faut pas jouer aux innocents, il y a de l'argent à gagner. Quand le présentateur de la matinale d'Europe 1 est payé, je rappelle le prix, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 38 000 € par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n'importe quoi, à ce tarif. Bon. Et en dessous, on s'auto-censure, c'est le contraire, c'est par peur d'être viré. Tout simplement, parce que les journalistes ne sont pas tous forcément intéressés par l'argent. Il y en a tout simplement qui gagnent à peine leur vie et qui n'ont pas l'intention de se retrouver au chômage. Donc le système est bloqué de ce fait et il n'y a pas besoin d'envoyer de la censure, c'est une autocensure. Bon. La deuxième chose, c'est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a le copier-coller, pourrait-on dire, c'est-à-dire la reproduction sur des sources apparemment diverses du même discours. Le public se dit c'est la vérité, puisque des organes aussi différents l'un que l'autre disent la même chose. Sauf qu'ils n'ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires, qui eux sont copains entre eux et n'ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose, c'est dans leur cerveau. Alors, ce qu'il dit ne va pas surprendre les spectateurs d'immédiat, parce que nous le disons régulièrement, à savoir que ceux du haut dans les médias s'autocensurent parce qu'ils palpent beaucoup d'argent, que ceux du bas, ils ont peur d'être virés et de perdre leur place, et que tous les médias disent un peu la même chose, parce que de toute façon, il y a généralement une source unique, qui est l'AFP. Donc, tout ce qu'il dit, au fond, les spectateurs du média l'ont déjà entendu, sauf que là, et ça c'est très intéressant, c'est quelqu'un du cœur du système qui le dit. Quelqu'un qui a été directeur de la programmation sur France 2, donc qui est un poste tout à fait considérable, qui au fond dit les choses, et ça c'est tout à fait intéressant. Merci à lui, il fait ça je crois pour aider à la vente de son livre, mais voilà nous n'allons pas... c'est pas tout à fait désintéressé, il a gardé la logique journalistique, c'est l'intérêt avant tout. Voilà. Mais c'est aussi notre intérêt de le faire connaître. Exactement. Voilà. C'est peut-être un procès d'intention que je lui fais là, mais tout de même, ça ne sort pas de nulle part. C'est une nouvelle dont vous n'entendrez pas parler dans les médias français et pour cause. Elle ajoute de nouveaux éléments à l'hypothèse d'une fuite de laboratoire du Covid-19 et finit de décrédibiliser les auteurs de la lettre du Lancet. Je fais référence justement à un article de Vie Atlantique qui sort cette histoire justement. Et alors on a Jérémy André Flores qui réagit sur Twitter en demandant finalement aux journalistes pourquoi ils ne traitent pas de cette affaire, pourquoi ils ne traitent pas de cet article qui, s'il ne démontre pas que le virus est sorti d'un laboratoire, remet quand même certaines choses en perspective, inculpe bien sûr les signataires du Lancet. D'un côté, du traitement médiatique en France, absolument aucun article là-dessus, alors que c'est traité justement en Amérique et en Grande-Bretagne.
On a quand même des questions à se poser, Jean-Yves. Alors, c'est quand même très intéressant que les médias français ne disent pas un mot de cela, alors qu'il y a 1 an, 18 mois, ils expliquaient qu'il était complotiste de penser, ce qui n'était qu'une hypothèse comme une autre, comme celle du pangolin, que le virus soit sorti d'un laboratoire et du laboratoire de Wuhan. Et donc, ils ont accusé de complotisme ceux qui émettaient cette hypothèse, et aujourd'hui, ils camouflent que les complotistes, c'était précisément ceux qui ont fait l'article pour dire ça ne peut pas être ça, et on se souvient de Madame Karine Lacombe qui a passé son temps à reprendre ce type d'argument. Voilà, occultation, silence, voilà. Et ben ça, c'est vraiment... c'est la désinformation par occultation qui est une des principales formes, évidemment, de désinformation. Alors, pour revenir un petit peu sur l'affaire en détail, Peter Daszak, donc, le principal co-signataire de la lettre du lancer, avait soumis à la DARPA, c'est-à-dire un organisme gouvernemental américain, une demande de subvention à hauteur de 14 millions de dollars pour financer finalement une recherche sur les virus SARS, et pour, finalement, dans son étude, il voulait faciliter la transmission de ces cellules à l'humain pour en faciliter, finalement, la compréhension et la recherche. Ça semble assez réussi. Voilà, ça semble assez réussi. Si c'est effectivement de là que c'est venu, ça semble assez réussi. Exactement. Et donc, ce papier, comme je l'ai dit, ne prouve en aucun cas que, finalement, la théorie de l'échappée du laboratoire est vraie, de la fuite du laboratoire est vraie, mais ça rebat les cartes sur ce qu'on savait et surtout ça inculpe ces journalistes, ces scientifiques qui ont jeté finalement un voile de secret sur toute cette affaire. Voilà. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est que là, on a non seulement une désinformation journalistique, mais une désinformation scientifique, puisque The Lancet est la principale revue médicale, réputée scientifique c'est la plus au monde, réputée. Et ils ont, en quelques mois, publié 2 études pour le moins suspectes. La première sur l'origine du virus ne peut pas être humaine. C'est plus compliqué que ça. Et la deuxième sur le traitement de Raoult n'est pas bon, avec une statistique totalement frauduleuse. Voilà. On en a parlé à différentes reprises. Ça ne prouve pas que le traitement soit bon, mais en tout cas, l'article publié dans le Lancet pour essayer de prouver qu'il ne l'était pas, reposait sur des données purement et simplement fabriquées. C'est quand même très, très grave, puisque ça conduit à avoir quelques doutes, pour ne pas dire davantage, sur des revues scientifiques réputées, à comité de lecture, et donc réputées dire des choses exactes, ou vérifiées en tout cas. D'où l'importance d'avoir d'aiguiser son sens critique. Il ne faut plus faire confiance à qui que ce soit, finalement, parce que avec la vitesse de la transmission des informations, etc., on ne sait plus quoi croire. Et finalement, 1 an après, 2 ans après, on se rend compte que ce qu'on a cru être vrai est complètement faux. Ou alors il faut être doublement critique. Il faut être doublement critique sur ce qui se dit dans les grands médias, mais il faut aussi regarder avec un esprit critique ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a parfois de la mauvaise information qui circule. Bien sûr. Et très souvent, la mauvaise information sur les réseaux sociaux, elle a pour origine des officines gouvernementales qui veulent décrédibiliser les réseaux sociaux. Et donc, il ne faut relayer, je le dis, il ne faut relayer que ce dont on est à peu près sûr. Il ne faut pas relayer tout ce qui fait plaisir. Alors, ça a un inconvénient, d'ailleurs. Moi, j'ai mis un certain temps à relayer un certain nombre d'informations qui étaient exactes, mais je voulais m'assurer qu'elles étaient fiables à tout le moins. C'est le travail du journaliste, c'est le travail que tout journaliste serait en mesure de faire dans un monde idéal. On reste dans le monde anglo-saxon avec cette nouvelle. Un journaliste polonais s'est vu refuser son entrée sur le territoire britannique car, je cite, « sa conduite et ses opinions étaient à contre-courant des valeurs britanniques ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jean-Yves ? Alors ça, c'est une belle avancée du totalitarisme. Alors, les Polonais ont bien réagi, puisque le gouvernement polonais a convoqué l'ambassadeur britannique en lui disant « Mais dites-moi, là, est-ce que la liberté d'expression fait encore partie des valeurs britanniques ?» Oui. Voilà. Je ne sais pas ce que l'ambassadeur britannique a répondu. Ceci étant,
les Polonais sont punis par où ils ont péché, parce qu'il y a 2 ans, les Polonais avaient fait interdire, à la demande des Américains, je crois, la venue dans toute l'Union européenne de Jared Taylor, d'American Renaissance, un peu pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit les Britanniques à refuser à ce Polonais qui venait accompagner sa fille à Oxford de rentrer sur le territoire britannique. Voilà. Oui. Et encore une fois, silence total dans les médias français. Silence total, absolument. Je vous mets au défi de trouver un article en français, en langue française, qui parle justement de cette impossibilité pour Raphaël Ziemkiewicz de rentrer dans le territoire britannique. Alors il faut aller sur le média polonais en France, qui est une émanation de Solidarité, l'ancien syndicat de Waléza, et qui donne un certain nombre d'informations sur ce qui se passe à l'Est, comme le Vrigezgrad Post pour la Hongrie, donc qui permet un peu de savoir ce qui se passe, parce que c'est sûr que si on va sur les médias français, on a peu de chances de le savoir. On reste sur la presse avec la condamnation de Valeurs Actuelles dans l'affaire Obono. Alors, c'est une information que nous n'avions pas eu le temps de traiter la semaine dernière, Jean-Yves. Le coup près est tombé cette fois. Valeurs Actuelles a été condamné par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris mercredi dernier dans le cadre de l'affaire Obono, pour donc injure raciste. Voilà, alors la 17e chambre correctionnelle, c'est la de Paris, du tribunal de Paris, c'est la chambre de censure. Voilà, c'est la chambre de censure, et donc qui censure en fonction du politiquement correct tout ce qui peut gêner le politiquement correct. Renaud Camus y est régulièrement attrait, notamment. Et là, en l'occurrence, alors c'est quand même assez grave, parce que on censure un trait d'esprit, on censure le second degré. Ce qu'il voulait montrer, il ne voulait pas être méchant avec Madame Obono, il voulait simplement rappeler qu'il y avait eu non pas seulement une traite occidentale, mais aussi une traite orientale, c'est-à-dire musulmane en Afrique, et aussi une traite intra-africaine, puisque les esclaves achetés par la traite orientale musulmane ou par la traite occidentale étaient vendus, c'était des esclaves africains vendus par d'autres Africains. Voilà. Et c'est ça qu'on veut cacher. Alors, Valeurs Actuelles avait fait un trait d'humour, c'est pas permis. Ils ont eu un tort, Valeurs Actuelles. Ils ont eu un tort. Ils se sont excusés. Ce qui n'a servi à rien. Et qui a plutôt contribué d'ailleurs à les faire condamner. Enfin, tout ça est tout de même étonnant. S'excuser, c'est un petit peu un aveu finalement. Bah oui, bien sûr. S'excuser, c'est un aveu. Ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est qu'on a longtemps défendu Charlie Hebdo, qui a fait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas toujours de très bon goût, au nom de l'esprit Charlie. Oui. L'esprit Charlie. Voilà, l'esprit Charlie, il ne vaut pas pour Valeurs Actuelles. Justement, l'ancien directeur de Charlie Hebdo était venu au procès en tant que témoin pour défendre l'accusé, Valeurs Actuelles, en disant finalement, je ne suis pas d'accord avec Valeurs Actuelles, ce n'est pas ma ligne politique, ce n'est pas ma ligne éditoriale non plus, mais je viens défendre la liberté d'expression en toutes circonstances. Et donc pour ce qui est du jugement, au final, c'est Éric Monjaloux, donc le directeur de publication, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction, et Laurent Julien, rédacteur de la fiction en question, ont été condamnés respectivement à 1 500 € d'amende et solidairement à 5 000 € de dommages et intérêts envers Daniel Obono. Et on voit justement... Ils vont faire appel. Ils vont faire appel, bien sûr. Mais on voit Daniel Obono se réjouir par avance sur Twitter en disant « Justice est rendue, les racistes sont condamnés. Merci à tous et merci à toutes pour votre soutien. Aux fachos, aux haineux, aux rageux, Obono, l'africaine insoumise, vous emmerde. » Voilà, donc c'est un cri de victoire. On y est, on y reste, on ne partira pas. Exactement. Ce qui est un propos racialiste au passage, oui. Puisque le « on » renvoie aux Africains. Aux Africains, bien sûr. Voilà, mais bon. Encore une affaire qui n'agite pas les médias du service public et qui pourtant les concerne. Diego Buñuel, le directeur de la programmation de France Télévisions, est accusé par sa femme de l'avoir violé à 3 reprises dans le courant de l'année 2017. L'accusé dément, mais se retire temporairement de ses fonctions. Encore une fois, ce n'est pas une nouvelle qui est sortie par les médias français, Jean-Yves, c'est le New York Post qui l'a sorti, mais pour des raisons un petit peu différentes. Oui, alors New York Post est un média historique aux États-Unis. Il a été créé en 1801, mais c'est devenu un tabloïd un peu populiste, qui avait notamment contribué à l'élection de Ronald Reagan il y a 40 ans. D'accord. Et qui là rafale Buñuel, non pas tant en tant que directeur des programmes de France 2, d'ailleurs, tiens, c'est le successeur... France Télévisions, pardon. C'est le successeur de Stemlen, dont
on a parlé en début de séance. revue de presse, ouais. Mais en tant qu'ancien de Netflix, c'était un responsable important de Netflix. C'est d'ailleurs assez intéressant de constater que France Télévisions choisit son responsable de programmation parmi les anciens de Netflix. Bon, on voit bien la logique qu'il peut y avoir derrière cela. L'information, le divertissement. Oui, plutôt divertissement d'ailleurs en l'occurrence. Et là, on n'en parle pas. Les affaires privées, les affaires de ce type sont d'ailleurs assez complexes. La seule question, c'est pourquoi est-on discret pour les uns et pas pour les autres. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas... Je veux dire, a priori, il y a quand même la présomption d'innocence, donc je ne suis pas choqué qu'on en parle pas bien beaucoup. sûr, on pense pas qu'il est coupable. Par contre, il appartiendrait à un groupe politique ou à un groupe médiatique politiquement incorrect. Là, on en entendrait parler. De poids, de mesure. Bien sûr. Ça, c'est une instrumentalisation de la part des médias, généralement. Charles Gave, justement, s'est fait fermer son compte au Crédit du Nord à la suite d'un virement à l'association des amis d'Éric Zemmour, selon sa fille Emmanuelle Gave. Alors, tous les coups semblent permis, qu'ils soient médiatiques, judiciaires, financiers, pour finalement entraver la candidature Zemmour. Et c'en est, encore une fois, une preuve. Oui, alors, la banque est dirigée par M. Proto, le Crédit du Nord, qui est un proche de Macron. Donc, c'est une décision. Fermer le compte, qui est un compte relativement important de M. Gave, parce qu'il a fait un don parfaitement légal à l'association des amis, ou un prêt plus exactement, un prêt à l'association des amis de Zemmour, c'est évidemment une décision politique qui a remonté toute la chaîne hiérarchique. Donc, au final, celui qui a décidé, c'est le proche d'Emmanuel Macron. Ça commence bien pour la campagne électorale et la neutralité de la campagne. Alors, les excuses de la banque, telles qu'elles s'expriment dans l'incorrect, et de dire, mais oui, mais on est contrôlé par les régulateurs, on est obligé de faire attention, et ils disent, mais ce n'est pas une décision politique. Tout en expliquant, on est obligé de faire attention, parce que M. Zemmour est une PPE. Alors, qu'est-ce qu'une PPE ? Qu'est-ce qu'une PPE ? C'est une personnalité politique exposée. Alors, si c'est pas politique de couper les crédits de quelqu'un qui a fait un prêt à une personnalité politique exposée, je ne sais pas ce que c'est, ou l'association d'une personnalité politique exposée, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un vrai problème, parce que c'est là qu'on voit la mise en place d'un régime totalitaire. Parce que les campagnes électorales sont libres. Oui, à condition d'être si vous financé, trouvez d'avoir les des parrains sous pour être candidat, oui, si les banques vous prêtent, il y a plein de conditions qui limitent un petit peu la liberté. Et ces conditions n'ont pas l'air d'être réunies. Justement, l'interlocuteur du Crédit du Nord pour l'incorrect a expliqué que finalement, la banque craignait une sanction du régulateur français s'il laissait des clients donner ou prêter des fonds à l'association de campagne d'Éric Zemmour. On comprend que cette association et la candidature Zemmour sont dans le collimateur des institutions bancaires. Oui. Actualité médiatique, Jean-Yves, CNews dépasse à nouveau BFM TV. C'est un succès vraisemblablement dû aux apparitions de Mathieu Bock-Côté dans Face à l'info. Oui, alors le départ de Zemmour a créé un petit creux, forcément, parce qu'il attirait un public très important. Après le creux, il y a déjà la remontée, et la remontée aboutit à dépasser à nouveau BFM TV. Décidément, BFM TV, qu'est-ce qui souffre ? Et ça, en partie grâce à Bock-Côté, à Charlotte Dornelas, dont nous avions annoncé ici même qu'il serait probablement appelé à succéder à Éric Zemmour quand celui-ci se serait retiré ou aurait été retiré de l'émission de CNews qu'il animait tous les soirs. Voilà. Neutralité envolée. Laurent Ruquier s'est improvisé coach de la gauche pour les élections présidentielles à venir dans son émission d'On est en direct face à Jean-Luc Mélenchon. On le voit plus partisan et remué qu'à l'accoutumée. C'est une attitude problématique sur le service public. Si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun? Il faudra lâcher peut-être du lest dans votre programme et les autres aussi. Mais si on veut le bien des gens, on met son ego, pas seulement le vôtre, les autres aussi. Moi, je n'ai pas une affaire d'ego. Oui, mais les autres, peu importe. On met chacun ses 4 égos sous un mouchoir. Et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. Mais entendez-vous, bon sang de bon Dieu, si vraiment vous voulez que les gens aient une meilleure vie. Je ne parle pas de moi j'ai une belle vie, mais que les Français qui souffrent aient une meilleure vie. Mais pour ça, il faut que chaque parti
arrête de vouloir penser uniquement à son parti. Si vraiment vous pensez aux gens, alors il faut vous entendre avec tous les autres. Ça, c'est le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir. Alors c'est extraordinaire, le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir, c'est-à-dire il milite pour l'union de la gauche, pour que la gauche puisse gagner. Alors il a le droit comme citoyen, mais là il est sur le service public, payé par le contribuable pour donner des consignes politiques, faire du coaching politique à toutes les fractions de la gauche. C'est absolument hallucinant qu'il puisse se permettre cela et que le CSA n'a rien trouvé à redire, d'ailleurs, à ma connaissance. Vous avez trouvé quelque chose du CSA ? Non, je ne crois pas. Non, D'ailleurs, on non. se demande ce qu'ils font. Est-ce Oui, qu'ils vont là, ils n'ont pas décompter vu, peut-être, oui. Est-ce qu'ils vont décompter finalement le temps de parole de Laurent Ruquier, qui semble être une personnalité politique désormais ? Oui, oui. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais oui, c'est effectivement très inquiétant sur le service public. La une de Causeur est très parlante d'ailleurs. Il mentionne ce fait que finalement on subventionne les médias qui nous insultent toute la journée et qui ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur camp, oui. Ils ont choisi leur camp. Et alors on a un commentaire particulièrement intéressant et particulièrement pointu de Dominique Régnier qui explique: pour comprendre le problème de cet échange entre un candidat à la présidentielle et des journalistes du service public, il faut imaginer qu'il demanderait à Bertrand, Dupont-Aignan, Le Pen et Zemmour de s'unir au motif qu'à 46,5%, ils feront le bonheur des gens qui souffrent. Voilà. Et puis il y a aussi le registre du pathos, finalement, ces gens qui souffrent, ils ont besoin de vous, monsieur Mélenchon, et de Yannick Jadot, etc. Oui, il y a le registre du pathos, tout à fait. C'est hallucinant. Hallucinant. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. Alors, vous l'avez sûrement vu passer, l'affaire des Pandora Papers agite les médias du monde entier. Ces papiers fuités exposent tout un pan de l'évasion fiscale à laquelle l'élite mondiale et mondialisée se livre. Les médias français ont toutefois traité le sujet avec la superficialité et la pauvreté qui les caractérisent, Jean-Yves. Alors, il y a une première question qui se pose. Il y a une fuite qui vient d'une dizaine de cabinets. Donc ça suppose probablement un piratage. Et ça suppose probablement une opération pas très éloignée d'une opération telle que le peuvent en conduire les services secrets. Bon, ça n'arrive pas comme ça. Oui, ça, c'est quand même quelque chose d'envergure. Qui a piraté ? Première question. Première question. Qui a piraté ? Deuxième question, qui exploite ? Qui exploite ? Alors ça, on sait, c'est un consortium de journalistes, politiquement correct de par la planète, consortium de journalistes qui est financé par Soros. Donc on voit très bien, parce qu'une fois qu'on a piraté, on choisit ce qu'on sort et ce qu'on ne sort pas, avec un double avantage. Ce qu'on sort, c'est l'ennemi. Alors on voit d'ailleurs la carte est très parlante. Une cartographie assez... Une cartographie, parce qu'on voit la Russie, contestable. Le Brésil, le Venezuela, une bonne partie de l'Amérique du Sud. Voilà, qui sont un donc petit en poil rouge, en donc, Europe, voilà, mais un petit peu. Pas beaucoup. Rien aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'évasion fiscale aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'évasion fiscale aux États-Unis. Il y a juste un État qui est connu pour être un paradis fiscal, c'est l'État du Delaware. Je ne sais pas si vous savez qui a été pendant des dizaines d'années sénateur du Delaware. Ah, non, pas du tout. Non. Un certain Joe Biden. Ah, voilà. d'accord. Bon, voilà, je n'ai rien dit, c'est juste entre nous. Donc, on choisit les ennemis. Et puis, en faisant ça, on fait peur un peu à tout le monde. Alors, ils ont quand même pris quelques personnes politiquement correctes en Europe, Blair et DSK, sauf qu'ils sont retirés des... Voilà, ils ont déjà été sortis avec des affaires précédentes du jeu politique. Ils sont sortis du jeu. Donc, au fond, on peut les accuser, ça fait pas grand mal. C'est vraiment, on tire sur les ambulances, mais en tirant sur les ambulances, on fait quand même peur à tous ceux qui peuvent avoir un peu bricolé et qui savent que s'ils sortent des clous du politiquement correct, à ce moment-là, ils seront dénoncés. Et donc, c'est un système de contrôle, en fait. Alors, évidemment, c'est très habile parce que les gens qui regardent les Pandora Papers, ils sont scandalisés par tous ces gens qui trafiquent, qui trichent, etc. Bien sûr, ils ont raison d'ailleurs. Ils ont raison. Sauf que derrière,
il y a à la fois une opération de géopolitique, hein, on l'a dit, les méchants c'est les Russes, les méchants c'est les Brésiliens, les méchants c'est ceci, c'est cela. Voilà, Et puis Poutine, une opération, Bolsonaro, Poutine, Bolsonaro, et puis une opération d'intimidation de tout un tas de personnalités. Voilà, et malheureusement, dans les médias français, on n'a pas eu ce degré d'analyse aussi poussé. Oh bah non, dans les médias français, on a eu l'analyse. Premier degré, quoi. Premier Il y a degré, des chefs c'est fait pour ça. d'État, des personnalités politiques C'est fait qui pour ça. ont... Alors, avec le côté comique, journaliste d'investigation, tu parles, journaliste d'investigation, on lui amène les dossiers en ayant Voilà, stabulé ce qui est intéressant. Ce qu'il quoi. faut Voilà. sortir, c'est déjà filtré, on C'est l'imagine déjà très filtré, bien. vous imaginez, il y a des dizaines de millions de pages, faut quand même traiter, quoi. Et donc, on s'est mâché avant, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Et du coup, finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait Eric Stemlen, de la vidéo dont on a montré, c'est que plusieurs médias reprennent l'affaire, on a beau lire 10 articles différents, on a eu les mêmes informations qui sont un peu de bas étage, et c'est la disparition totale de l'analyse journalistique qui fait partie du travail de journaliste, historiquement et factuellement. Là, c'est le copier-coller. C'est le copier-coller. Alors, c'est pas l'AFP, là, c'est cette espèce de consortium sorosien Voilà. qui a fourni l'info à tout le monde. Quoi, voilà. À tous les médias un petit peu du monde occidental. Jean-Yves, est-ce que vous avez un coup de chapeau pour terminer l'émission ? Oui, j'ai un coup de chapeau pour Causeur, qui vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure, qui pose quand même de manière un peu vive la vraie question, est-ce qu'on va continuer longtemps avec nos impôts à subventionner des médias dits de service public, qui sont des médias totalement partisans, totalement engagés du côté du politiquement correct et de la gauche? Ça commence à bien faire. Voilà. Bravo à Causeur de poser la question. Merci Jean-Yves, merci à tous pour votre soutien et pour avoir regardé cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous soutenir en likant, en commentant et en partageant cette publication. Et puis à la semaine prochaine, j'espère. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.